Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons revenir aujourd'hui sur les deux premiers matchs des finales NBA, largement dominés par Boston face à une équipe de Dallas à la peine. Pour en parler, j'accueille sans tarder Charles. Salut Charlie. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, 2 matchs à Boston, 2 victoires pour les Celtics. Voilà quoi. Ouais, une domination assez claire pour le moment. Ouais. Je vais faire ma petite intro. Et après, on va parler de ce qui s'est passé dans ces deux premiers matchs. Boston déroule son jeu pour le moment et rien ni personne ne semble en mesure de les arrêter. Si on a pu leur reprocher leur manque de rigueur à certains moments dans ces playoffs, les Celtics ont entamé ces finales NBA avec un niveau de concentration exemplaire. Dans le Game 1, le retour de Kristaps Porzingis est venu nous rappeler à tous qu'avec lui dans l'effectif, Boston est une équipe quasi impossible à vaincre dans un bon jour. La qualité de la partition stratégique mise en place par Joe Mazzulla avec une chasse au mismatch permanente et la capacité de Boston à étirer la défense adverse grâce à un spacing exemplaire a rapidement eu raison de Dallas. Boston paraît avoir l'embarras du choix quant aux angles d'attaque de la défense des Mavericks et dispose de multiples joueurs capables de défendre de manière crédible sur les meilleurs joueurs adverses en 1 contre 1. Leur domination dans les 2 premiers matchs a été telle que la maladresse de Jason Tatum au tir est à peine perceptible. Boston attaque par vagues successives sans s'arrêter avant de serrer le verrou en défense. Tatum est maladroit, certes, mais il ne force rien, respecte le collectif, fait jouer les autres, attire la défense à lui, lecture, anticipation. Il est absolument remarquable dans son rôle, je trouve. En face, Dallas semble sous la contrainte de jouer un match proche de la perfection pour espérer l'emporter. Luka Doncic est privé de coéquipiers libres dans le corner, privé de passes lobées, privé d'espace, mais parvient malgré tout à tirer son épingle du jeu individuellement. Le problème, c'est qu'autour de lui, ses coéquipiers sont pour le moment absents de ce grand rendez-vous. Kyrie Irving a choisi le pire moment pour ne rentrer aucun tir à 3 points, 0 sur 8 pour le moment. Il est pris en tenaille par la défense de Boston, sans avoir de parade à l'heure actuelle. PJ Washington a bien tenté de répondre présent dans le Game 2 parmi les role-players. Gafford et Lively ont été neutralisés dans leur défense du cercle, portés loin de la raquette par la menace des tirs extérieurs des intérieurs de Boston et sont introuvables actuellement sur les passes lobées. Derrick Jones Jr., Josh Green, Maxi Kleber semblent totalement pétrifiés par l'événement. Au moment où la série se déplace à Dallas pour les 2 prochains matchs, il est difficile de voir comment les Mavericks vont réussir à inverser la tendance, tant la liste des problèmes à résoudre paraît longue. Charles, que peux-tu me dire à propos de ces 2 premiers matchs ? Sur le match 1, l'entrée de Porzingis est extrêmement impactante. Il est quasiment parfait sur son premier quart-temps. C'est simple, il joue 7 minutes, il met 11 points, 3 rebonds, 3 comptes, je crois, avec des pourcentages extrêmement propres. Et c'est vrai que c'est une des interrogations qu'on avait. On se demandait dans quel état il serait, s'il serait pas à court de rythme. Là, la réponse a été très très claire. Ensuite, dans son sillage, Boston a très rapidement pris l'ascendant sur ce match. Il y a eu plus de 20 points d'écart à la mi-temps. Bref, Boston est extrêmement bien rentré dans ces finales et ça aussi c'est un élément qui nous interrogeait un petit peu, savoir si la période sans pouvoir jouer, sans jouer de match les avait éventuellement endormis, s'ils seraient bien en rythme, etc. Là la réponse elle est très claire, pardon. Pour être honnête, ce premier match c'est une domination totale. Alors il y a un petit run des Mavs en début de troisième quart. Sans ça, le score aurait pu être beaucoup plus sévère tant ils ont été dominés dans tous les secteurs. La stat évidemment qui a beaucoup fait parler après ce premier match, c'est celle des passes décisives, une seule pour Luka Doncic, 9 pour toute l'équipe. Luka a été, tu l'as dit, bien isolé par la défense de Boston. Ils peuvent aussi le faire parce que Jaylen Brown peut tenir du 1 contre 1 face à lui. Et comme il limite pas mal les aides, ils peuvent maintenir une défense collective très solide. Mais le vrai problème là-dedans, c'est l'adresse des Mavs. Ils shootent à 25% à 3 points. C'est extrêmement compliqué d'avoir une attaque efficace comme ça. Et c'est un élément qu'on avait un peu évoqué dans la preview, la nécessité de choisir son poison. Là, on se rend bien compte que Boston préfère avoir un Luka à plus de 30 points par match plutôt qu'un collectif de Dallas en réussite, comme ça a été le cas lors de la série précédente. Et c'est vrai que cette impression, elle est rendue encore plus claire et plus évidente par la maladresse terrible des hommes de Jason Kidd. Alors sur le match 2, on a vu que Dallas entamait le match en attaquant la défense avec un tempo plus élevé. On a senti qu'ils ont un peu attaqué ce match couteau entre les dents.
Je crois que ça commence sur un 13-6. Luka et Kyrie répondent plutôt bien présents au début, mais très très rapidement, la défense de Boston rentre dans le match. Ça compense les difficultés offensives des hommes de Mazzulla, qui sont illustrées par, tu l'as dit, la maladresse de Tatum. Sur le premier carton du match 2, globalement, Tatum et Brown ont cumulé ces 2 points. Et c'est une nouvelle fois l'entrée en jeu de Kristaps Porzingis qui va leur permettre de rester au contact des Mavs. Ça et les lancers francs qu'ils vont aller chercher. Bon, voilà, petit à petit, Boston trouve des solutions offensives. Tatum, tu l'as dit, est absolument excellent à la distribution. Il fait tout bien. Il est vraiment remarquable dans l'attitude et dans le jeu parce qu'il fait tout ce dont son équipe a besoin. Jrue Holiday et Jaylen Brown en ont beaucoup profité. Et finalement, à la fin de la première mi-temps de ce match 2, c'est Boston qui vire en tête de 3 points. Et en deuxième mi-temps, on voit bien que Dallas essaye de s'adapter défensivement notamment. Il y a plus de défense de zone. Offensivement, on a vu qu'ils essayaient de servir Gafford poste bas parce qu'il est souvent gardé par Tatum sur qui il a un avantage de taille et de poids, mais ça fonctionne pas si bien que ça. La défense sur Luka est toujours aussi bonne. Il a été forcé à de très très nombreuses pertes de balles. Il perd 8 ballons dans le match 2. Et quand en plus Tatum commence à mettre un peu dedans, Boston s'offre un run qui leur permet de faire le trou, plus de 10 points d'avance. Et c'est difficile dans ces moments-là d'espérer voir Dallas revenir, parce que tu l'as dit, offensivement, il y a trop de difficultés. Alors, ils sont restés dans le match parce qu'il y a eu quelques bonnes séquences. Il y a eu un gros 3 points de Dante Exum, Kyrie a mis un peu dedans, Gafford aussi, mais bon, voilà, c'est trop difficile pour Doncic, et les nouvelles pertes de balles forcées par Derrick White et Jrue Holiday en fin de match on finit par enterrer les espoirs de cette équipe. Et je t'avouerai que je suis assez impressionné par la rigueur défensive de Boston face à Dallas. On savait qu'ils étaient capables de faire ça, Boston, c'est pas une surprise. Ils montrent vraiment leur meilleur visage. En tout cas, dans le match 1, c'était clair, net et précis. La rigueur des rotations défensives, le choix de laisser prendre certains tirs, enfin de concéder certains tirs, de bloquer en revanche totalement tous les tirs dans le corner. Faut quand même imaginer qu'avant d'arriver en finale, Dallas avait balancé 32 tirs à 3 points depuis les corners, de plus que n'importe quelle autre équipe dans ses playoffs. C'était 4,6 paniers inscrits sur plus de 11 tentatives par match, ce qui fait 39% de réussite. Chaud bouillant, les gars, quoi. Ouais. En finale, sur les 2 matchs, ils sont à 2 sur 8. Il y a rien, en fait. Ils sont privés de ces corners à 3 points. Ils sont privés des passes lobées, dans ce jeu à 2, cette espèce de pick and roll, qui est totalement inexistant. Or, c'était une source de scoring énorme pour Dallas. Autre chose qu'a complètement fermé Boston, c'est la capacité de Dallas à jouer en contre-attaque. Tu en avais parlé, il me semble bien, dans la preview, dans un autre numéro d'un podcast, t'avais bien souligné le fait que Dallas, cette saison, plus qu'un rythme de jeu lent et un jeu en demi-terrain, avait vraiment développé ce jeu en contre-attaque pour aller chercher des points faciles, qui est souvent aussi nourri par la défense. Et là, ils ont plus ça. Enfin, ils ont pas ça du tout dans ce duel pour le moment. Et c'est un énorme problème. Parce que face à une défense posée de Boston, on voit bien que, on se rend bien compte que là, ils ont du mal à passer. J'ai l'impression des fois de voir Denver face à Minnesota, où Dallas, ils sont à la peine pour traverser la moitié du terrain, ils sont à la peine pour faire la moindre passe, pour faire la moindre transmission de ballon. Tout est extrêmement compliqué, tout est extrêmement douloureux. Et moi, ce qui me fait d'autant plus peur, c'est de voir des gars, voilà, comme Maxi Kleber, Josh Green, voir Derrick Jones Jr. de temps en temps, on voit qu'ils sont totalement submergés par le moment, quoi. Ils sont pas au rendez-vous, clairement. Ils ont peur de prendre les tirs, ils savent pas trop quoi faire. Il y a des rotations défensives de Boston qui sont faites où tu sens que ça trotte dans leur tête et ils jouent pas de manière libérée. Et ça, c'est un signe. Soit ils réfléchissent trop, soit ils sont surpris de se retrouver dans la position dans laquelle ils se trouvent. Je trouve ça assez osé de la part de Boston de laisser beaucoup de 3 points, notamment en tête de raquette, là. Tout ce qui est au-dessus de la ligne des lancers francs. Tous ces 3 points-là sont laissés ouverts, justement pour bloquer absolument le corner, quoi qu'il arrive. Et voilà, c'est le deal, quoi. Dès que Doncic pénètre dans la raquette, tu vois une marée de joueurs des Celtics qui fondent sur lui. Et s'il faut, il laisse, les PJ Washington,
les Josh Green, ce que tu veux, tirer tranquillement à 3 points, si ils sont prêts à concéder ces tirs-là, et tant que ces tirs-là rentrent pas, tant que Dallas ne fait pas payer ce pari défensif de Boston n'a aucun souci à se faire. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Et enfin, c'est sûr que de toute façon, cette attaque ne peut pas être efficace avec une adresse à 3 points aussi défaillante. On l'a dit, globalement, enfin, depuis le début de la série, Kyrie et PJ Washington ont cumulé ces 1/16. Globalement, depuis le début de la série, à Dallas, il y a qu'un homme qui a inscrit plus d'un panier à 3 points, c'est Luka Doncic. Sinon, C'est complètement fou cette stat. C'est dingue, c'est complètement Elle est dingue. complètement folle cette stat. Sinon, ils sont tous en galère. Kyrie 0/8, PJ Washington 1/8, Derrick Jones Jr. 1/5, Josh Green 1/5, Jaden Hardy 1/3. Tu ne peux pas gagner comme ça. C'est absolument impossible, surtout qu'on sait à quel point cette équipe elle a besoin du spacing. Ça c'est évident. Et puis en fait il y a trop d'éléments aujourd'hui qui sont défaillants. Moi je vais reparler d'un élément dont on a déjà plusieurs fois parlé sur cette équipe de Dallas, c'est les lancers francs. C'est trop frustrant. Alors, on va pas tomber dans la facilité en disant que le match 2, ils le perdent de 7 points et qu'ils laissent passer 8 points sur la ligne des lancers francs, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Ouais. Mais ça fait longtemps maintenant qu'on dit que le manque de réussite des Mavs dans cet exercice est un énorme problème. Sur les finales de conférence, ils avaient réussi à hausser le niveau de jeu. Ils avaient terminé de mémoire la série à plus de 80% de réussite dans l'exercice. Là, ils sont retombés dans leur travers. Sur les 2 premiers matchs, ils sont à 65% et c'est pas suffisant. Et je suis désolé, mais moi, je suis un fan du joueur qu'est Luka Doncic. Il n'a pas le droit d'être à 46% de réussite au lancer franc en finale NBA. Et d'ailleurs, il l'a reconnu en conférence de presse. Complètement. Ouais. Il a parlé de ses pertes de balles et de sa réussite au lancer. Il n'a pas le droit d'être aussi peu adroit. Kyrie n'a pas le droit d'avoir que 2 lancers francs tentés après 2 matchs aussi. Alors, je suis persuadé que à Dallas, ça sera différent, que l'arbitrage sera un peu plus en leur faveur. Donc, il aura probablement plus de lancers, mais ce secteur doit être plus impactant, sinon c'est pas possible. Je me permets de rebondir sur ça, si tu le veux bien. En parlant de Kyrie Irving, je prends la balle au rebond. Ah ouais, bah ça. Pour parler de lui, parce que justement, c'est une grosse, pour moi, c'est un paramètre extrêmement important concernant Dallas. C'est-à-dire que pour retourner la situation, il faut absolument que Kyrie Irving se libère de la défense de Boston. Et là, enfin, je veux dire, il a Derrick White et Jrue Holiday sur le dos. Et pour l'instant, ces 2 joueurs-là font un travail absolument remarquable sur Kyrie Irving. Incroyable. Kyrie Irving est un joueur assez talentueux pour, je pense, l'expérience de Kyrie Irving, ce qu'on a pu le voir faire dans sa carrière, on sait tous que Kyrie Irving est capable de faire bien mieux que ce qu'il nous a proposé jusqu'alors. Jrue Holiday, Derrick White, ils sont 2 défenseurs absolument élites, mais pour Kyrie Irving, logiquement, ça ne devrait pas être à ce point un facteur. En tout cas, c'est mon opinion. J'estime le talent de Kyrie Irving capable de dépasser, de transcender l'excellente défense de ces 2 joueurs-là. Mais surtout qu'il a raté des shoots ouverts aussi. Tout à fait. C'est pas que de la bonne défense sur Kyrie. Et donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais j'ai du mal à croire que Kyrie Irving va encore nous faire un match sous les 20 points. Dans la suite de cette série. En tout cas, si c'est le cas, c'est vraiment problématique pour Dallas, quoi, très clairement. Ah bah, en fait, moi je vais même aller plus loin que toi. Je pense que si Kyrie nous fait encore un match à moins de 20 points, c'est un match que Dallas va encore perdre. Et je pense qu'aujourd'hui, Dallas, ils sont dans une situation où ils sont dos au mur. Ils peuvent, au moins sur les 2 prochains matchs, ils ne peuvent pas se permettre de perdre encore. Et c'est d'autant plus frustrant que les Mavericks viennent de gaspiller une occasion énorme d'égaliser dans cette série. Je veux dire, dans ce Game 2, Boston est à moins de 26% de réussite à 3 points. C'est la 6e pire performance au tir longue distance de la saison pour les Celtics. Ils étaient à 1 victoire, 4 défaites sur ces matchs avec un tel pourcentage, dont 2 défaites dans ces playoffs. Boston a perdu la bataille des rebonds, 41-43. T'as Tatum, on pourra en parler plus tard si tu le souhaites, mais je l'ai déjà dit dans l'intro. Tatum, je vois les gens qui lui tombent dessus, et je suis le premier à critiquer Tatum, à vouloir, à émettre des critiques non pas sur la qualité de ce joueur. Ce joueur est excellent. Oui. Que ce soit bien clair. J'ai jamais dit le contraire. Et pourtant, on est habituellement pas les derniers quand il s'agit de critiquer Tatum ou de remettre en question le joueur ou son statut, etc. Mais là, il y a rien à redire. Et je veux dire, là, on peut lui tomber dessus en disant « Ah, regarde, Game 2, 18 points, 6 sur 22 au tir. » Mais si tu regardes le match, tu te rends bien compte que, c'est ce que j'ai essayé de dire dans l'intro, ce qui est assez remarquable, en fait, dans ce que fait Tatum, c'est qu'il ne force
pas. Il rate des tirs faciles. Il prend peut-être 1 ou 2 tirs où tu peux te gratter la tête en te disant ouais, c'était peut-être pas le meilleur tir à prendre. Mais sinon, il est d'une rigueur en termes de je reste dans le rythme collectif, je fais jouer les autres, j'en ai rien à fiche si je marque 18 points ou 43 points ou je ne sais quoi. Et sa capacité à ne pas tirer la couverture sur lui, Tout à fait. à maintenir cette cohésion d'ensemble sur le terrain et le rôle qu'il a là-dedans. Enfin, regardez la défense, à quel point la défense de Dallas le surveille comme le lait sur le feu. Ouais, je veux dire, Tatum, dès qu'il bouge, la défense de Dallas fond sur lui. Et s'il y a des opportunités pour Jrue Holiday, Jaylen Brown, Derek White et tous les autres, c'est aussi parce que Dallas décide de fondre sur Tatum et d'essayer, c'est tout sauf Tatum, quoi. Ouais, mais c'est ça, il se met complètement au service du collectif. Exactement. Défensivement, c'est solide, à la distribution, c'est solide, il se bat au rebond. Enfin, voilà, il est. Et là encore, ça répond à une des éventuelles petites questions qu'on pouvait avoir sur, tu vois, sur la hiérarchie entre Jaylen Brown et Jason Tatum. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de petite guéguerre d'ego à un moment ou quoi que ce soit? C'est absolument pas le cas. Et plus globalement, moi, de toute façon, je trouve que sur ce début de série, honnêtement, Boston répond à quasiment toutes les petites questions ou tous les petits doutes qu'on pouvait avoir sur cette équipe. Mais grave. Tu vois, quand Dallas sort la tête de l'eau et qu'ils mettent Boston sous pression, que ce soit lors du run qu'ils ont fait pour revenir à -8 sur le match 1 ou lors de l'entame du match 2, eh ben, les Celtics se remettent dedans via la défense. Tu vois, c'est typiquement le genre de situation où moi j'avais un peu peur qu'on voit du Tatum ou du Brown forcé en ISO, une attaque qui insiste un peu trop sur le shoot extérieur, etc., etc. Là, non, on sent que dans le sillage de Jrue Holiday, de Jaylen Brown, etc., c'est d'abord via l'intensité et la dureté défensive qui se mettent dans le match et qui sont extrêmement présents. Et même, on avait évoqué par exemple le money time et le clutch. Boston a parfaitement géré ça lors du match 2. Enfin, en fait, pour le moment, moi, sur cette début de série, il y a 2 éléments. C'est Dallas est très décevant dans son jeu offensif principalement. Et ils paraissent totalement empruntés, Dallas, sur le terrain, c'est horrible. Et en face, en plus, Boston répond tout à fait aux questions qu'on pouvait se passer. Parce que tu vois, par exemple, le manque d'adresse extérieure, tu l'as dit très bien, ce match 2, c'est une occasion ratée incroyable pour Dallas. Complètement. Et en même temps, Boston a aussi su varier le jeu en voyant que ça rentrait pas. Ils ont su proposer d'autres choses. Ils ont été attaquer la raquette, etc., etc. Enfin bref, pour le moment, Boston est très, très convaincant. Parlons de ça, tiens. Extrêmement intéressant ce que tu viens de pointer du doigt. Boston, toi et moi, combien de fois on a parlé de Boston? C'était live and die à 3 points. Tout à fait. Tu meurs et tu vis et tu meurs à part le 3 points. Et moi, je suis partisan de dire, tu gagnes pas, c'est très dur de gagner 4 séries de playoffs en reposant que sur son adresse extérieure. Et ben là, tu regardes Boston, les 2 premiers matchs de cette série, ils sont à 83% de réussite au tir près du cercle. Ils font des drives, je crois qu'ils sont à plus de 54 drives par match sur ces finales NBA, ce qui équivaudrait à l'échelle de saison régulière à une 4e place, alors qu'en saison régulière, Boston était 28e. Donc clairement, c'était pas du tout une tendance de Boston, et c'est pour ça qu'on en a parlé à ce point-là. Et là, tout d'un coup, dans ces finales NBA, c'est devenu une équipe absolument redoutable dans la raquette. C'est à 14 à 100% dans le game 1, 20 sur 27 dans la raquette dans le game 2. En plus, ils provoquent des fautes. Ouais, c'est ça, ils vont chercher des lancers. Enfin, je veux dire, là, ils cochent absolument toutes les cases. En tout cas, cases sont cochées. Ils ont gommé quasiment tous les doutes qu'on pouvait avoir sur cette série. Et aussi, un autre doute qu'on avait éventuellement, c'était Mazzulla. Alors là, rien à dire, c'est un sans faute pour l'instant, que ce soit l'attaque, la défense, la gestion de Porzingis qui fait sortir du banc plutôt que de directement le réinjecter dans le 5. Ses choix défensifs sont bons. Alors ok, c'est aussi parce qu'il a le matériel pour le faire, mais n'empêche qu'il fait les bons choix, qu'il assume ses choix. Franchement, pour le moment... Le plan de jeu de Boston est absolument redoutable. Excellent. Et même ses rotations sont pertinentes. Mais complètement. Mais de toute façon, dès le premier match, t'as bien senti que les gars savaient exactement ce qu'ils devaient faire, comment faire sortir Dallas de sa zone de confort. Et très franchement, moi, j'ai été extrêmement surpris de voir cette équipe de Boston à ce point écraser Dallas, quoi. Et après, je m'attendais pas à voir Porzingis
se transformer en Stephen Curry dès son match de retour, tu vois. Ça, je m'attendais pas à ça, clairement. Je pensais qu'il allait être un peu plus rouillé, tu vois. Je m'attendais à un peu plus de difficultés. Non, le gars, il rentrait ses tirs comme il avait jamais quitté comme s'il avait jamais quitté l'équipe, quoi. Non mais globalement son premier carton du match 1, il y a rien à jeter, hein. C'est L'énergie, ouais. incroyable, il y a Ouais. rien à jeter. Laisse tomber. L'énergie du truc était. Et côté Dallas, c'est pas possible. C'est pas possible de voir Luka Doncic autant esselé. Dans le game 2, je crois que les joueurs, enfin les 500 Luka Doncic sur le terrain, ils étaient à 2 sur 17 à 3 points et 3 sur 15 dans le game 1. C'est absolument ingérable. Ouais. C'est ingérable. Et d'autant plus que on le sait, Doncic n'est vraiment pas à 100%, et je suis désolé, mais ça se voit. Alors, on sait depuis un moment qu'il est diminué par son problème au genou, mais là, sur le match 2, ça s'est vraiment senti. Il était incertain avant ce match-là. Je sais pas si t'as vu les images à l'entraînement, mais le mec, c'est une momie. Il est bandé de partout, il a des poches de chaud de partout. Et puis tu vois bien que défensivement, ça le rattrape aussi. Oui, le mec, c'est un plot en défense. En termes de mobilité, il est très très loin des standards. Alors évidemment. Et il est clairement pris en chasse en défense, quoi. Tu vois Jaylen Brown, dès qu'il peut, il le cherche et il le trouve et ça passe crème, quoi. Et ça c'est aussi un vrai problème, d'autant plus que, voilà, tu l'as dit, Kyrie est très 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 loin du niveau auquel on l'attend, très très loin. Alors ok, la défense sur lui est excellente, mais il peut pas se cacher derrière ça. En fait, Kyrie Irving est un joueur qui a un statut et un passif dans la ligue qui fait qu'il doit absolument monter en puissance pour épauler Luka Doncic. Il est dominé par le premier rideau défensif des Mavs, et même parfois, il arrive à passer malgré tout sur ses qualités balle en main et à les scorer, mais le fait qu'il mette absolument rien dedans à 3 points, c'est un énorme problème pour le spacing et pour la création d'espace de son équipe. Ah, complètement, ouais. C'est un énorme problème, et là, ils ont besoin de voir Kyrie Irving. Je sais pas si tu as vu une des titrailles je crois que c'était le Boston Globe, ou sur son site internet, qui disait « Kyrie Irving aide enfin Boston dans sa course au titre ». J'ai trouvé ça à la fois dégueulasse et à la fois très drôle. Ah bah c'est une bonne guerre, hein. On connaît la relation entre les deux, quoi. Non, mais quand je vois ça, et notamment quand je vois le Game 2 de Jrue Holiday, tu sais, Charlie, j'ai pas pu m'empêcher de repenser à l'intersaison. Le fait que j'avais un peu le cœur brisé de voir Marcus Smart quitter cette équipe. Oui, pareil. Pour le deal avec Porzingis. Et je t'avais dit à l'époque, je suis pas sûr que de perdre Smart en point d'attaque, enfin, avec tout ce qu'il apporte en termes de défense du périmètre, perdre ce gars-là pour faire venir Porzingis, est-ce que c'est à ce point pertinent? Surtout que Porzingis a tendance à se péter et tout ça, donc j'avais un gros doute là-dessus. Et je repensais au fait que les Bucks qui font ce transfert pour faire venir Damian Lillard à Milwaukee, Jrue Holiday qui est dégoûté parce qu'il apprend ça 28 secondes avant que ça arrive, que le mec il est en train de dormir, que ses enfants sont à l'école et qu'il va devoir leur annoncer bah écoutez, on doit se barrer, alors qu'il a gagné un titre 2 ans auparavant. En étant un acteur important de ce titre. Voilà, donc le mec est absolument dégoûté, il part à Portland. Et donc voilà, Portland n'a aucune raison de le garder, et il y a ce deal avec Boston qui envoie Malcolm Brogdon et d'autres gars. Attends, j'ai noté le truc. Un pot pourri de joueurs. Alors Malcolm Brogdon, Robert Williams, le premier pick de 2024 et le premier pick de 2029. Bah ça valait le coup. Et le v'là à Boston, et c'est dingue de se dire que t'avances rapide quelques mois plus tard, et aujourd'hui il est là il est potentiellement à l'aube de gagner son 2e titre au sein d'une équipe où son rôle est absolument où il est absolument parfait, en fait. Ouais, il est incroyable, la perfection de ce joueur dans cette équipe. C'est fou. Et puis on sent bien qu'au-delà de son apport sur le parquet qui est extraordinaire, hein, il prouve une fois de plus qu'elle a tout. Il est incroyable. Il est dans une équipe qui tourne bien collectivement. Il fait tout dans tous les secteurs. Il est bon défensivement. Il bouffe Kyrie. Offensivement, il est très juste. Il est clutch. On sent. Au-delà de cet aspect sur le parquet, on sent qu'il a un vrai statut de leader. Et d'ailleurs, Jaylen Brown l'a dit en conférence de presse. Quand ce mec-là ouvre la bouche et s'exprime, absolument tout le monde l'écoute. Il est respecté en tant que joueur et en tant qu'homme. Humainement, c'est un vrai leader. Et c'est en ça que il était le joueur parfait pour remplacer Marcus Smart.
Ouais, c'est tout à fait ça. Et c'est même, tu peux même voir ça comme un upgrade par rapport à Marcus Smart, d'avoir un gars comme Drew Holiday à ce poste-là. Marcus Smart, c'était autre chose encore. C'était un peu l'âme de cette équipe des Celtics et le gars qui était là Ouais, mais c'est vrai que depuis Drew, le début, qui avait vécu avec cette équipe, qui avait vécu cette évolution, cette montée en puissance. mais c'est vrai que Et, Drew apporte d'autres choses. Il apporte ouais, aussi l'expérience d'un tout à titre, fait. il apporte son vécu personnel aussi. Enfin, il est remarquable. Hein. Franchement, aujourd'hui, tu vois, si la série s'était arrêtée là et qu'il fallait choisir un MVP des finales, pour moi, Drew serait un candidat Mm. important au même titre que Jalen Brown. En tout cas, si je suis fan des Celtics, avoir Drew Holiday et Derrick White, enfin, je pense que c'est mes deux, Ouais, c'est le backcourt. En fait, si tu veux être, c'est mes deux chouchous absolus, quoi, ces deux joueurs-là. en C'est fait, pas, si tu veux gagner un titre NBA aujourd'hui, avoir ce backcourt là, c'est du caviar. Mm. Derrick White, j'arrive pas à voir jouer ce gars-là en me disant, tiens, il a pris une mauvaise décision, quoi. C'est C'est incroyable. vrai. Il est d'une justesse et d'une intelligence sur un terrain. C'est fou. Alors, pareil, alors, des fois, il a des petits coups de chaud où il essaye tu sais, des hit shake où il essaye de prendre un tir où tu te dis, what? Qu'est-ce que tu fais là? Mais 99% du temps, c'est juste absolument impeccable ce qu'il décide de faire, quoi. Ouais. Donc, Ouais, non, c'est très 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 solide. Hein. j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce que peut faire Dallas, parce que j'ai pas envie d'enterrer cette équipe maintenant. J'ai donné Dallas en 7 matchs, j'ai encore envie d'y croire. Ouais, bah moi je vais te donner en 6, alors encore pire. Hein. Avant de me faire ramasser pour la énième fois de ces playoffs, franchement, les playoffs 2024 resteront pas dans les annales en ce qui me concerne en termes de prédiction. Clairement, j'aurais été totalement à côté de mes pompes, quoi. Je vais énoncer plusieurs points que je pense être importants à côté Dallas pour essayer d'inverser la tendance. Et après, tu me diras ce que tu en penses, point par point, ou enfin, tu verras ce dont tu souhaites parler. Première chose, on l'a déjà évoqué. Je pense très sincèrement donc, que Kyrie Irving doit trouver son rythme et épauler de Luka Doncic comme il est supposé le faire. Et je pense qu'il est capable de le faire, bien évidemment. Mais je pense que c'est absolument indispensable qu'au Game 3, Kyrie Irving soit au rendez-vous. Oui, bien sûr. Donc j'espère vraiment que ça va être le cas. Je pense que t'es Jason Kidd aujourd'hui, j'aimerais bien le voir repenser un petit peu sa rotation, arrêter d'assister avec des joueurs inefficaces. Enfin, Maxi Kleber, je pense que je comprends pourquoi il joue, parce que ses qualités et sa physicalité et le fait qu'il est capable de défendre crédiblement sur des mecs comme Jalen Brown et Jason Tatum, c'est intéressant, mais je sais pas, le mec me fait penser à une biche pris dans les phares d'une bagnole, quoi. Ouais, mais t'as besoin Euh... de son profil pour moi. Ah bah dans ces cas-là, enfin pour moi ça c'est mort, quoi. Ouais, mais en fait le problème c'est qu'aujourd'hui en fait si Boston n'a pas peur du pick and pop aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, en tout cas je sais pas. Mais je veux dire, Maxi Kleber je le trouve gênant en fait sur le terrain là. Ouais, mais il a été blessé. Non, mais je suis d'accord avec toi, effectivement. Non mais Mais je dis pas que Maxi Kleber est nul, comme tu dis. Il a été blessé, il est revenu il y a pas longtemps. Il est clairement pas en rythme. non. Et tu vois bien que là il est c'est pas bon, quoi. Oui, c'est pas bon, mais je pense que son profil est trop important en fait, parce qu'aujourd'hui, en fait, tu as besoin que la défense de Boston, elle craigne le pick and pop. En fait, tu peux pas à ce point-là. En fait, pour libérer un peu Kyrie et Luka, t'as besoin que la défense de Boston prenne au sérieux la menace extérieure des role players, en fait. Et pour ça, le profil de Maxi Kleber, il est utile malheureusement. Ah, il est utile, mais alors pour l'instant, mon Dieu, mais quelle purge c'est, Maxi Kleber, quoi. Et oui. C'est quoi? C'est 1 sur 1 au premier match. Le gars prend 0 rebond quand même. En 19 minutes. C'est absolument. C'est pas possible. C'est terrible. Et il est 0 sur 4, 0 sur 2 à 3 points dans le game 2. 2 rebonds et 4 fautes et rien d'autre, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, je sais pas. Je me demande, et c'est pareil, tu vois, Josh Green. Je sais pas. Est-ce que Jaden Hardy, tu dois le sortir du banc? Est-ce que Tim Hardaway, faut lui donner des minutes? Oui. En tout cas, moi, je pense qu'il y a un truc absolument indispensable pour les Mavericks à faire, c'est essayer à tout prix de relancer le jeu en contre-attaque. Alors, comment faire ça, je ne sais pas.
Mais clairement, j'ai l'impression que ça va être indispensable. Ils ont marqué 6 points en contre-attaque dans le game 1, 7 points dans le game 2. Avant cela, dans leur parcours en playoff, le plus bas total en points en contre-attaque inscrits dans ces playoffs, c'était 8 points dans le game 5 face à Minnesota. Non, mais globalement, de toute façon, il faut plus de up-tempo. Hein. Le début du match 2, c'est peut-être le moment dans la série où ils étaient le plus à l'aise, et c'est le moment où ils appuyaient le plus sur l'accélérateur. Mais en fait, le vrai problème aujourd'hui, c'est est-ce que Doncic est en état physique aujourd'hui Ouais, de le faire? tout à fait. C'est la grande question. Hein. C'est un peu triste d'en arriver là, parce que là, on est presque en train de dire que l'issue de la suite de cette finale, elle va se jouer sur la capacité de Luka Doncic à surmonter la douleur. C'est pas aussi simple que ça, mais c'est un élément qui est extrêmement important. Oui, mais c'est surtout que jusqu'alors, dans leur parcours en playoff, quand Luka Doncic était sur le banc, c'était pas la catastrophe absolue pour Dallas. Ils étaient même largement capables de surnager, voire de créer, de créer l'avantage. Ce qui était quand même un des paramètres les plus surprenants de ce parcours des Mavericks en playoff cette saison, Ouais, quoi. mais aussi parce que Kyrie était beaucoup plus impactant. Bien sûr. Et là, quand Luka Doncic est pas sur le terrain, c'est absolument le naufrage absolu, quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, je pense que défensivement, il y a un moment où il va falloir arrêter de switcher en permanence en défense, parce que Boston, pourquoi ils sont à ce point dominants dans la raquette, c'est aussi parce ils font le pari que Dallas va switcher en permanence, et ils font la chasse au mismatch. Et il y a un moment, défensivement, il va falloir trouver autre chose pour essayer de stopper Boston. Pareil, quoi faire exactement? Je pense qu'il y a plein de subtilités. J'ai vu pas mal d'analystes sur Twitter notamment qui montrent un petit peu comment Spoelstra a pu incorporer des différents systèmes de switch, différents systèmes défensifs pour essayer de bloquer Boston autrement que sur un simple switch classique. Je pense qu'il y a pareil, quelque chose à trouver là-dedans, parce que là, ce qui s'est passé sur les 2 premiers matchs, ça ne convient pas. Ouais, et puis est-ce que tu veux pas aussi, si t'es les Mavs, est-ce que tu veux pas aussi densifier peut-être un peu la raquette, quitte à accepter de laisser certains Tout à joueurs, et fait. notamment les intérieurs de Boston, ouverts? Parce que en l'état, c'est trop facile pour les joueurs de Boston de passer le premier rideau défensif et d'entrer dans la raquette, et puis derrière, ça ressort. Enfin, C'était mon dernier point, effectivement. Verrouiller à nouveau la raquette, ça a été une des forces tous ces playoffs. Et ça me fait un peu mal au cœur parce que Derek Lively qui a été absolument, enfin, tu sais très bien mon amour pour ce joueur ah et oui, j'ai chanté ses louanges dans la preview. Et là, il a l'air voilà, il est beaucoup moins tranchant. il est en galère. Et il est complètement en galère Ah, il et a à tous 20 les, ans. ouais, je sais bien, mais à tous les niveaux. Et sans ça, j'ai du mal à voir Dallas réussir à s'en sortir parce que s'ils arrivaient à retrouver un peu cette bonne défense dans la raquette, je pense que ça pourrait relancer leur intensité défensive. Et je sais pas, quand on les a vus face au Thunder, face aux Wolves, être capables de faire des rotations défensives où ils arrivaient à contester les tirs à 3 points ou à empêcher les joueurs de prendre les tirs à 3 points. Alors, je me doute bien que le personnel est très différent. Boston a une qualité de spacing à tous les postes. Et tu peux pas faire comme le Thunder ou les Wolves où tu avais à chaque fois au moins un joueur qui savait pas tirer. Et c'était un problème justement, et ça permettait à Dallas de tricher un petit peu sur la couverture défensive. Là, il n'y a pas vraiment ça, et c'est surtout que à Boston, t'as que des joueurs qui sont en plus capables de faire circuler la balle intelligemment si jamais il y a un close-out un peu trop énergique. Donc ça crée des problèmes ensuite ça fait un effet boule de neige quoi. Mais je sais pas, il faut pour moi un électrochoc du côté de Dallas. De toute façon, c'est le game 3. Tu peux pas te permettre de le perdre. Et quand je vois les 2 premiers matchs, espérer une nouvelle contre-performance de Boston, tu peux pas parier là-dessus. Non. C'est pas possible. En plus, on n'a pas encore eu un match où Jason Tatum rentre ses tirs. Donc, moi, Oui. je serais Dallas, j'aurais extrêmement peur de cette hypothèse. Et je pense vraiment que Dallas doit, je sais pas, pas tenter le tout pour le tout, parce que c'est jamais bon d'être trop extrême dans sa réaction. Mais faire autre chose. Enfin, Ah, en tout cas, proposer autre chose pour essayer de changer la donne
ne serait-ce que de changer de perspective pour ses propres joueurs, en fait. Ouais, mais moi c'est pour ça que défensivement, tu vois, sur la preview, on parlait de l'importance de choisir son poison. Mm. On disait ça à propos de Boston en parlant de la défense sur Luka. Moi aujourd'hui, je pense que Dallas c'est la même chose en fait. Aujourd'hui, tu dois absolument accepter l'idée que Al Horford, Kristaps Porzingis, enfin bref, les intérieurs de Boston vont se retrouver ouverts à 3 points et prendre des mesures pour densifier ta raquette. Alors ok, peut-être que t'auras un match où Al Horford va nous mettre 28 points. Peut-être, c'est possible. Mais n'empêche qu'il faut faire des choix aujourd'hui et que moi, ça me semble aujourd'hui le choix le plus évident. Oui, complètement. Ouais. En fait, j'ai beaucoup repensé à cette confrontation de Boston face à Indiana. Et on en avait parlé un petit peu de ça, en se disant, tiens, est-ce que Indiana est à ce point, est-ce qu'elle elle est meilleure que ce qu'on imaginait? Et en fait, une des vraies qualités du jeu d'Indiana, c'était leur attaque, Ouais, leur c'est clair. capacité à faire du scoring. Là, il n'y a pas une seule fois où Dallas a dépassé les 100 points pour l'instant, en 2 matchs. Non, mais après la circulation de balles d'Indiana était, enfin, c'était tellement fluide, tellement, Exactement. voilà, il y avait. Et je pense que Dallas doit. Enfin, on a vu Dallas. Enfin, c'est pas fou de dire que Dallas est capable, offensivement, d'être bien meilleur que ce qu'ils nous ont montré pour le moment. En tout cas, je veux y croire encore. À quel point ils sont capables de contrer cette défense, de se dépêtrer de cette défense de Boston, ça c'est encore autre chose. Et c'est cette capacité qui va être testée dans le Game 3. Mais je pense qu'ils sont capables de proposer autre chose offensivement et de vraiment accentuer leur efficacité offensive, en tout cas leur production offensive, quoi. Quitte à faire des sacrifices en défense. Ouais. Mais il y a un moment, je sais pas, il faut faire des choix et j'ai vraiment hâte de voir si le coaching staff de Dallas est en mesure ou non de trouver des solutions, quoi. Ouais, mais au-delà du coaching staff, moi je vais être très franc avec toi, et il faut que les role-players de Dallas se Ah bougent bah un oui. peu là, parce que là, moi je veux bien qu'on parle de système pour libérer, etc., etc. Non mais d'accord, mais en réalité, il y a des shoots ouverts pour les Mavs, mais ils ne les mettent pas dedans. Il faut Mm. insister à continuer. Pour moi, il faut continuer à insister au large, et il faut à un moment qu'espérer que les Kyrie, PJ Washington, Derrick Jones Jr., etc. retrouvent un peu la mire. Alors tu peux continuer à varier le jeu avec notamment Gafford dans la raquette, il y a aucun problème avec ça, mais par contre, il faut à un moment que les gars ils se bougent. À un moment, il faut que Luka leur dise bon les mecs, genre s'il vous plaît, moi j'ai mal, je Ouais, suis le seul à me bouger là quand même. les... si tu mets de côté Luka Doncic et Jason Tatum, les, le reste des coéquipiers de Jason Tatum ont outscoré le reste des coéquipiers de Luka Doncic de 26,5 points par match. C'est waouh. Non, en fait, Je vais oui, mais même. dire, c'est une gifle monumentale, Mais quoi. non, mais il suffit de voir l'apport en sortie de banc. Porzingis à lui seul fait mieux que Bien sûr. l'intégralité du banc de Dallas. Alors, on va pas parler de la dizaine de points que Jaden Hardy met parce que c'est du garbage quoi. Ouais, C'est du garbage time qu'il met sur le premier match. Donc tout à fait. Ouais. bon. Non, mais bon, alors quelque part, si vraiment il faut trouver des éléments d'espoir pour Dallas, il y a quand même un peu le côté, au moins il lâche rien. Quelque part, c'est un peu rassurant, tu vois, dans le match 1, quand Boston domine de la tête et des épaules, Dallas réussit à revenir à -8. Alors ça peut paraître peu pour se rassurer, mais c'est toujours ça de prix. On sent qu'ils se sentent pas inférieurs à Boston et que tant que le match est pas fini ou que leur coach ne décide pas que c'est du garbage time, au moins ils se battent. Donc, mais bon, moi je vais être très franc avec toi. Hein. Pour moi, la source d'espoir la plus importante aujourd'hui pour Dallas pour les prochains matchs, c'est Kristaps Porzingis, puisqu'il s'est à nouveau blessé dans le match 2, dans le quatrième quart-temps. On l'a vu toucher à la jambe. Quelque part, je me dis, la plus grande source d'espoir pour ces Mavs, c'est que Porzingis soit absent sur le match 3, soit hors de forme. Mais bon, c'est limité, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Écoute, on verra ça. Autre chose à ajouter sur les deux premiers matchs? Écoute, non, pas tant que ça. Forcément un peu déçu parce que
Bah, parce que j'aurais, en tant qu'observateur neutre, moi j'aurais bien aimé que les deux équipes se rendent coup pour coup, que ça soit plus serré, etc. Mais malgré tout, je trouve que sur ces deux premiers matchs, il y a des choses intéressantes. Et pour quelqu'un comme moi qui a beaucoup douté de Boston ces derniers mois, je suis extrêmement content qu'ils me donnent tort et surtout je suis extrêmement content qu'ils répondent à absolument toutes les questions que j'avais. Je trouve que c'est bien. Ouais, complètement. Ouais. Je suis absolument d'accord avec ça. Au final, on a fait, toi et moi, pas mal de podcasts concernant Boston et leur domination sur la saison régulière. Et c'est ce qu'on s'était dit. Ne pas les voir aller au bout serait une surprise. Oui, oui. Serait une immense déception pour cette équipe qui a absolument roulé sur la saison régulière, roulé sur ses playoffs, qui qui avait un différentiel de points absolument historique, euh, où ils sont clairement au contact avec les meilleures équipes de l'histoire de la ligue. Ouais, ouais, non, mais leur domination de la régulière a été Voilà, historique, ouais. c'est une collection de talents qui est absolument irrésistible. Porzingis, magnifique premier match, on verra bien. Moi, j'avais parié un petit peu sur le fait Oui. que ça tienne pas tant que ça. Et pour l'instant, il a fait les deux premiers matchs et ils ont pris un avantage conséquent. On verra ce que ça donnera pour la suite. En tout cas, je lui souhaite pas du mal à Porzingis. Si il peut se maintenir et qu'il peut jouer, Joe Mazzulla a indiqué que selon lui, il allait tout à fait tenir le choc pour le Game 3. Bah, c'est un On, super joueur Porzingis quand il est en forme. voilà. Enfin, tu vois, on va pas lui souhaiter du mal, c'est clair. Bah, tiens, tu sais ce qu'on peut dire concernant Porzingis? On peut applaudir des deux mains le fait que quand il était à Dallas, il a été souvent moqué pour son incapacité à prendre l'avantage sur les joueurs plus petits que lui, notamment au poste. Il était incapable de trouver les solutions et d'être efficace dans le scoring de haut panier et au poste. Euh, Quand tu vois ce qu'il est devenu, enfin la transformation qu'il a eu dans ce comportement du jeu, notamment depuis son passage à Washington, je veux dire, faut bien reconnaître le fait que c'est un joueur qui ne s'est jamais reposé sur ses lauriers. Il aurait pu dire, attendez les gars, je fais 2,18 m, laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux, je suis assez bon comme ça. Il a travaillé, il a progressé, et aujourd'hui, tu vois bien qu'il punit systématiquement le poste, et ça crée un problème absolument colossal. Ça, ajouté à sa taille et à son adresse extérieure, c'est absolument létal, quoi. Ouais, et puis même, je trouve que dans l'état d'esprit, dans la mentalité, il est Ouais. vraiment bien. Enfin, tu vois, ça peut paraître complètement anodin, mais quand il a été interrogé là sur sa blessure et sur sa présence au match 3, il a eu une formule en disant que s'il le fallait, il était prêt à laisser sa peau sur le terrain. Ça peut paraître hyper anodin, mais en réalité, tu vois, pour tous ses coéquipiers, enfin, c'est hyper important en fait ce genre de déclaration-là. Mmh. C'est Et hyper important. t'as aussi l'histoire Jalen Brown, Jason Tatum qui est absolument magnifique parce qu'ils répondent. On voit bien, ils se sont jamais laissés embarquer dans toutes les considérations de ah tiens c'est qui le leader, ah est-ce que ça t'embête que ça soit un tel qui gagne le titre de MVP des finales ou des finales de conférence. Tu sens qu'ils ont totalement dépassé ces considérations, qu'ils sont absolument concentrés sur l'objectif qui est de gagner le titre, peu importe. Voilà, je remettrai une couche sur Jason Tatum avant de conclure. Mais je suis premier à critiquer ce joueur sur voilà certaines incapacités qu'il a, ou du moins qu'il n'est pas peut-être encore ce joueur qu'on aimerait voir en lui. On Oui, aimerait le voir comme un joueur absolument formidable, magnifique. Et je pense que la vérité, elle est dans cet entre-deux où c'est un joueur qui fait partie de l'élite de la NBA, mais c'est pas encore, tout du moins, ce joueur irrésistible où tu as l'impression qu'il peut faire ce qu'il veut sur un terrain et contrôler une rencontre comme il l'entend. Et c'est pas grave. C'est pas dramatique, il est extraordinairement fort, il est extraordinairement bon, et quand tu vois sa capacité, comme j'ai dit tout à l'heure, à se maintenir dans un collectif, à jouer son rôle sans jamais forcer les choses pour briller absolument aux yeux des autres, je trouve ça absolument respectable et quand je vois les gens qui lui tombent dessus en permanence, je me dis mais attendez les gars, faut on en a parlé un peu de ça, de ça, toi et moi. Le fait d'être tout le temps jusqu'au boutiste concernant les joueurs, quoi. Je veux dire, même pour Dallas, je veux dire, s'ils perdent face à Boston, là,
ça veut pas dire qu'ils sont nuls, absolument nuls, et que tout ce qu'ils ont fait jusqu'alors est à balancer par la fenêtre. Enfin, il y a un moment, pareil, il faut trouver un juste milieu, quoi. Bien Ils sûr. sont juste tombés face à une équipe qui les fait déjouer. Et c'est ce qu'on voit pour toutes les équipes qu'on a vues dans ces playoffs. Il y a un moment, les playoffs, c'est ça, c'est des questions de match-up. Il y a un moment, tu rencontres un adversaire qui te met dans des positions extrêmement inconfortables et tu déjoues. Et c'est pour ça que tu passes pas, et c'est pour ça qu'il y en a une seule équipe sur 30 qui gagne le titre à la fin de l'année. Absolument. Ouais, non, mais absolument. Et sur Tatum, ce qui est d'autant plus remarquable sur son comportement sur ces finales, c'est que tu l'as dit, entre la fin des finales de conférence et le début de ces finales, il y a eu plusieurs insiders qui ont émis la possibilité qu'il soit frustré par le fait que Jaylen Brown ait été élu MVP des finales de conférence. Et aujourd'hui, quand tu te mets dans la peau de Jason Tatum, tu te rends compte que Jaylen Brown est incroyable dans ces finales. C'est le meilleur scoreur des siens, tout en étant très très fort défensivement sur le meilleur joueur adverse. Il est à l'image de son équipe dans ces finales, il est très sérieux, appliqué, il fait les bons choix. Et malgré ça, Tatum ne force rien. Tatum s'en contrefou en fait de cette situation. Ce débat, il n'existe que dans les médias aujourd'hui. Ce débat, il n'existe pas ailleurs que sur les réseaux sociaux et sur les espaces commentaires des articles. En fait, aujourd'hui, cette équipe, elle est totalement dédiée au fait d'aller chercher le titre, et il y a visiblement absolument pas le moindre problème entre Brown et Tatum, entre Tatum et le reste de l'effectif, entre Tatum et le coaching staff, tout se passe bien, et Jaylen Brown, il faut aussi qu'on lui rende hommage, parce que franchement, il fait un début de finale extraordinaire. Il est splendide, ce joueur. Splendide. Il est absolument grand respect. Et ça, c'est pareil. C'était une question qu'on avait, toi et moi, je pense, à l'entame de ces finales NBA, à quel point l'expérience des finales perdues en 2022 allait peser dans cette confrontation. Et on voit bien que Jaylen Brown et Jason Tatum ont totalement dépassé, ont totalement passé un cap, je veux dire, dans leur tête, quoi. Ouais. Très clairement. Je suis d'accord. Ce duo s'est trouvé et fonctionne extrêmement bien. Voilà. Et tu rajoutes un joueur comme Jrue Holiday à ce duo. Derrick White, c'est pareil, transfiguré. Oui, en fait, c'est même une erreur aujourd'hui de parler de duo. Il y a pas de duo à Boston. À Boston, il y a un collectif qui est remarquable. Et on pourra également, ça, peut-être qu'on en parlera à un autre moment on se retrouvera, je sais pas, là on va peut-être se retrouver samedi, on va voir, on va s'organiser pour faire le prochain podcast, on verra quand. Mais on parlera de Brad Stevens à un moment ou à un autre. Je pense que s'il y a un trophée le plus mérité de l'année, c'est bien celui de dirigeant offert à Brad Stevens, quoi. Et pourtant, qui était un coach génial et qui est un dirigeant encore meilleur. Ouais, et pourtant il y avait un paquet de candidats pour ce trophée d'exécutif de l'année, parce qu'il y a quand même d'autres équipes qui avaient très très bien bossé, mais effectivement c'est 100% mérité, et quel génie Brad Stevens. En fait, tu vois, c'est avec du recul aujourd'hui, je me dis en fait on n'aurait jamais dû douter de Mazzulla, parce que si Brad Stevens a fait confiance à Mazzulla, c'est pas pour rien, quoi. Complètement. Voilà. Après, c'est le jeu, j'ai envie de te dire. Nous, on est là pour discuter, pour papoter, pour donner nos avis et se tromper. Tout à fait. Se tromper parfois, se tromper souvent, ça arrive. Mais c'est le jeu, quoi. Et là, Brad Stevens, je veux dire, quand tu vois la suite de décisions absolument dingue qu'il a pris en l'espace de 2 ans, c'est-à-dire que il a transformé la déception d'une défaite face aux Warriors il y a 2 ans en une équipe capable d'aller au bout. Pareil, il a pas cédé aux pressions quand ils se sont écroulés face au Heat l'an dernier. Et colossale désillusion quand même. Je pense que c'est un uppercut colossal balancé dans la mâchoire des fans de Boston. Et il a pas cédé aux pressions. Beaucoup appelaient à couper Joe Mazzulla en disant ce mec-là fera jamais l'affaire. Absolument, et d'autant plus que c'était quand même une période qui était un peu compliquée, parce qu'il faut quand même se rappeler que la situation avec Ime Udoka a été complexe. Ime Udoka était un coach extrêmement bon, qui a montré beaucoup de choses, qui était extrêmement convaincant. La décision de s'en séparer et derrière de faire confiance à Mazzulla plutôt que d'aller chercher ailleurs, enfin c'est magnifique. Franchement, Brad Stevens, extraordinaire. Ouais, absolument dingue. On finit par une petite stat sympa. Doncic a réalisé le 5e triple-double à 30 points dans une défaite de l'histoire des finales. Après, les 2 dernières fois, c'était LeBron James face aux Warriors en 2015 et 2018.
Et avant ça, il y avait eu Charles Barkley en 93 et Jerry West, je sais plus en quelle année. Mais voilà. Petite stat marrante. Ouais, bah, je pense que ça le fera pas beaucoup rire, lui. Non, pas du tout. Merci de m'avoir accompagné. Bah écoute, merci à toi. Attends, un petit prono quand même. Tu le vois comment, toi, les 2 prochains matchs? Ah, tu veux un prono, toi? Ah, je veux savoir, si on se retrouve ce week-end, la première question, c'est est-ce que la série est terminée ou non? J'en ai marre de me tromper, Charlie, mais je vais le faire pour toi. Je dis 1-1 sur à Dallas et Boston plie la série en 5 à domicile. Ok. Et ben moi je vais dire que ce week-end on sera à 2-2. C'est bien. J'aime ton enthousiasme. Je pense que le combo réveil de Kyrie Irving et arbitrage un peu plus à domicile peut vraiment changer. Ouais. Moi, c'est l'ascenseur émotionnel, ces playoffs. Je me laisse totalement embarquer. Dès qu'une équipe perd deux fois consécutif, je suis totalement, voilà, convaincu que ça va mal se passer, quoi. Je comprends. Et là, je te dis, j'ai un peu de mal à voir comment Dallas va se dépatouiller de tout ça, mais bon. On verra ça. Donc, on se voit très bientôt, Charlie, pour parler de la suite. Avec plaisir. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Et puis, bah voilà, activez les notifications pour être au courant du prochain. En tout cas, ça sera après le Game 4, ça c'est sûr. À quel moment exactement on fera le débriefing en amont du Game 5? S'il y a un Game 5, ça se trouve, ça sera le titre. Non, ce serait trop décevant. Ce serait trop décevant. Ça sera le titre samedi dans la nuit. Non, dans la nuit de vendredi à samedi, c'est ça le Game 4? Je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Donc voilà, ouais, 2h30 je crois, samedi matin. Donc voilà, ça se trouve, on verra, on n'espère pas. On n'a pas envie que ça se termine tout de suite. Non, déjà les finales de conférence ont été courtes, laissez-nous profiter un peu des finales, merci. S'il vous plaît. Voilà, donc à très bientôt, à ciao, bye bye.